Bien, donc nous en avions terminé la semaine dernière, avec, disons, les préliminaires, les contacts entre Iran et Asie centrale avant l'époque sassanide, laquelle va donc être le cœur du cours de cette année. Alors l'empire sassanide, je n'ai pas besoin de le rappeler, c'est le dernier grand empire iranien avant la conquête arabe. Et il a duré de 223 à 642, date conventionnelle, donc 4 siècles. L'intérêt qu'il a pour nous, c'est qu'il a marqué, à certaines époques, une reprise de contrôle politique et militaire sur les régions de l'Est et, disons, sur la longue durée, un rayonnement culturel qui s'est très fortement exercé. Alors, la chronologie et la nature de l'emprise sassanide à l'Est font l'objet de discussions, mais il y a quand même eu des gros progrès dans l'acquisition de la documentation. Alors, peut-on d'ailleurs parler véritablement de conquête? Pour qu'il y ait conquête, il faut qu'il y ait colonisation. Et on n'a pas véritablement d'indice d'une colonisation. On évaluera la nature de cette emprise. Alors, quelques rappels sur la bibliographie de cet empire. Bon, c'est considérable. Je vais m'en tenir aux grandes étapes qui ont marqué la connaissance. Alors, il y a un grand classique paru dans sa deuxième édition en 1944 et qui est toujours la base. Il faut toujours s'y référer parce que ça contient l'ensemble des connaissances qu'on avait à cette époque. C'est par le savant danois Christensen, L'Iran sous les Sassanides, qu'on trouve réédité. Alors, bon, il y a une seconde étape assez marquante en 1983. C'est la collection, le volume contenant la période sassanide, il n'y avait pas qu'elle, dans la prestigieuse série Cambridge History of Iran, qui a vraiment tenu compte de 40 ans de progrès. Dirigé par Ehsan Yarchater, pour les Sassanides et l'Asie centrale à leur époque, il y avait une brochette de contributeurs tout à fait éminents, Richard Fry, David Bivar, Robert Goebbels pour la numismatique, Zeimal pour la numismatique de l'Asie centrale, Nina Garsoyan pour l'Arménie, etc. Mais le volume a souffert justement du nombre et de l'éminence de ses collaborateurs. C'est-à-dire que, comme c'était tous de fortes personnalités, ils avaient des conclusions disparates et il n'y a pas eu véritablement de tentative pour les harmoniser. Et puis par ailleurs, comme c'est un volume collectif avec des grandes plumes, l'élaboration s'est étalée sur une longue période, ce qui fait que beaucoup de chapitres étaient en fait déjà vieillis au moment où ça a apparu. Alors, ces défauts ont été partiellement compensés par un livre paru juste après, d'ailleurs par un des contributeurs du volume, Richard Fry, qui lui avait l'avantage d'être un auteur unique. Alors Fry, j'en ai déjà parlé au début à propos de son livre tout à fait remarquable, son meilleur livre à mon avis, The Golden Age of Persia, c'est-à-dire l'Iran dans les premiers siècles de l'islamisation. Alors là, ça couvre l'ensemble de l'histoire de l'Iran, des Achéménides jusqu'à la conquête arabe. Il y a dedans 75 pages sur l'Iran sassanide et l'Asie centrale de cette époque, des pages bien tassées avec beaucoup de références. C'est pas quelque chose qu'on peut lire comme ça, mais c'est quand même très très utile à consulter. Plus récemment, donc, un livre publié par un collègue que j'invite à donner une série de 4 conférences ici en mai, c'est Touraj Daryai, iranien vivant aux États-Unis,
professeur à l'université de Californie à Irvine. C'est la deuxième édition, 2023. Alors, bien, il y a quelques défauts formels qui ont été signalés, mais globalement, ce livre a le mérite de mettre bien à jour. Notamment, il prend en compte la révolution dans l'étude de l'administration sassanide qui a été due principalement à Rika Gizelen. Elle a fait plusieurs livres, je ne les montre pas ici. Elle a complètement remis sur pied toute l'étude de l'administration de l'Empire sassanide sur la base d'un matériel qui avait l'avantage d'être un matériel primaire, c'est-à-dire pas des choses qu'on glane dans les textes arabo-persans ultérieurs, mais des sources directes, c'est-à-dire principalement les sceaux et les monnaies. Il a bien pris ça en compte. Par ailleurs, ce qu'il a bien pris en compte aussi, c'est l'activité de la recherche iranienne récente, qui est très active. Bon, ça paraît parfois en anglais, souvent en persan. Alors lui, évidemment, il y a accès. Les malheurs des temps en Iran n'empêchent pas une recherche vigoureuse, notamment dans les universités. Il prend bien ça en compte. Alors, tout dernièrement, vraiment tout dernièrement, je l'ai eu il y a quelques semaines, un gros livre en allemand de Niels Purwins, la construction du royaume sassanide. En fait, c'est issu d'une thèse. En 2 gros volumes très épais, très impressionnants. C'est évidemment trop tôt pour évaluer. Ce qu'il faut dire, c'est que un des mérites de ce livre, c'est que toutes les sources écrites, notamment toutes les inscriptions, et aussi les documents archivistiques en bactrien, tout est reproduit intégralement dans le volume 2. Voilà, on peut vraiment aller consulter directement les sources. Il a même reproduit les documents bactriens sur planchettes de bambou, qu'est-ce que je raconte, de roseaux, d'écorce de roseaux, que je venais tout juste de publier avec Nicolas Sims-Williams. Il a fait très vite. Je reviendrai sur ces documents. Alors, une nouveauté du livre, c'est, n'est-ce pas, voilà, l'intelligence artificielle commence à faire irruption dans nos études. Alors, il a fait beaucoup de graphiques. Là, on dirait un schéma de moteur, en fait. Vous pouvez acheter la revue Technique Automobile, vous trouvez ce genre de choses. Il a essayé de visualiser en graphique les hiérarchies et les rapports entre les différentes instances administratives. Alors ça, c'est en Iran même, très impressionnant ce qu'il a fait. Vous voyez, le cercle central, c'est ce qui tourne autour du roi des rois, et puis après, il y a l'administration, le diwan, les ministères, et puis après, le corps social. Voilà, et puis ça, c'est ce qui se passe à l'Est, notamment d'après les documents bactriens qui ont mis en évidence une grande quantité de titres, de fonctions, de circonscriptions. Il a essayé de formaliser tout ça. Il faut s'accrocher, mais disons, à première vue, c'est quand même parfois très spéculatif. C'était une construction administrative en Asie centrale au IVe siècle, c'est pas tout à fait un moteur de Ferrari. Voilà. Mais voilà, il faut s'attendre maintenant dans les productions historiographiques. Ça c'est du tout cuit pour partir dans l'intelligence artificielle, évidemment. Alors, il va falloir s'attendre à ça parce que des thèses qui intégreront ce type
d'approche auront évidemment la primeur dans les carrières universitaires. Alors, plus spécifiquement sur mon sujet donc, de cette année, les rapports avec l'Asie centrale, un excellent article de mon ami et collaborateur Nicolas Sims-Williams. 2008, il admet lui-même que c'est un peu vieilli. C'est les Sassanides à l'Est, surtout d'après quelque chose dont je vais être amené à reparler, donc les archives en bactrien du petit royaume de Robe qui se trouvait par là, voilà, et qui sont un apport considérable qu'il a publié depuis une vingtaine d'années. Un article très intelligent de Richard Payne, universitaire américain, The Reinvention of Iran, The Sasanian Empire and the Hands, où il montre justement, là on se rapproche, c'est un thème dont je vais être amené à parler, donc c'était les problèmes d'identité, d'idéologie. Il montre que la construction identitaire de l'Iran s'est faite beaucoup justement en rapport avec et en contraste, en opposition avec ce qu'il y avait à l'Est. Et qu'on ne peut pas expliquer l'idéologie de l'Iran sassanide si on ne tient pas compte de ce qu'il y avait. Il y avait deux adversaires. On parle toujours de Rome et de Byzance, mais à l'Est, il y avait les Huns. Et c'est en opposition à ces deux adversaires que l'Empire s'est perçu et construit comme central. Bien. Alors, une contribution que j'ai publiée il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, 4 ans, dans l'excellent volume Antiquité tardive sur les Sassanides en conflit, coordonné par Samra Hazarnouch, les Sassanides en Asie centrale. Mais ce serait déjà à mettre à jour, parce que depuis 4 ans, il y a eu beaucoup de nouveaux documents écrits, j'en ai parlé, les nouvelles archives, des monnaies, des sceaux. L'apport iconographique des monnaies et des sceaux est intégré dans ce tout récent volume de Michael Shenkar, où il montre, qui est un répertoire absolument complet de toutes les couronnes, les ornements royaux, et tout ça était évidemment, c'était des messages politiques. C'était pas seulement pour faire joli. Et voilà, il décrypte très bien tout ça. Il faut dire aussi quand même que ce soudain afflux de nouvelles documentations archivistiques, sigillographiques, numismatiques, c'est très largement l'effet du pillage complet de l'Afghanistan depuis maintenant une quarantaine d'années. Et la sortie clandestine d'Antiquité, malheureusement, commence du côté de l'Ouzbékistan, ça c'est pour les monnaies, et du Tadjikistan. Alors, le contexte de pourquoi cette soudaine poussée sassanide au IIIe siècle à l'Est, alors que, je l'ai dit dans le cours précédent, les rapports avec l'Empire parthe les rapports entre l'Empire parthe et l'Empire couchant avaient été sans doute plutôt pacifiques, une sorte de coexistence pacifique qui a favorisé le grand commerce. Qu'est-ce qui s'est passé vers 230 pour que les couchants s'effondrent et que les Sassanides arrivent? Est-ce qu'il y avait des signes d'affaiblissement? Alors, il y a eu une crise possible, une crise en partie épidémique, 60 ans plus tôt, sous le roi couchant Huvishka. On pense maintenant à une épidémie qui correspond à la grande pandémie dite peste de Marc Aurèle, qui a eu au même moment dans l'Empire d'Occident, et qui n'était pas la peste. On pense plutôt à la variole. Il y a eu cet épisode de crise qu'on saisit assez bien vers 160, 180, mais sur le terrain, l'archéologie en fait ne montre rien. Alors, les Sassanides, à l'inverse, est-ce qu'ils avaient bien récupéré? Est-ce que les Sassanides ont attaqué? Surtout parce que ces territoires étaient prospères.
il y a des indices, enfin, il y a 2 études régionales du peuplement qui tendent à montrer qu'à cette époque, tout ce qui peut être irrigué, pratiquement tout ce qui peut être irrigué est irrigué. Voilà. Il y a visiblement une grande densité de peuplement. Alors on a l'étude de Bertiglione sur la Bactriane orientale. C'était parti de prospection autour de la ville d'Aïranoum ici. Donc voilà la plaine d'Aïranoum. Vous voyez le nombre de sites. Et ça c'est pour l'époque fin des Couchans et Couchano-Sassanides. C'est extrêmement densément peuplé. Le long de la Moudaria, le long des affluents. Et puis il y a une deuxième étude régionale qui arrive aux mêmes conclusions. C'est une thèse non publiée encore de l'archéologue tchèque Ladislav Stančo, la Bactriane Tokaristan au 3e, 4e siècle. Voilà, alors là, la carte de Bertiglione, c'était la Bactriane orientale. Ça, c'est en Bactrie un secteur au nord de la Moudaria, disons, voilà, c'est la vallée du Surkhan Daria et du Sherabad Daria qui sont dans le sud de l'Ouzbékistan actuel. Alors vous voyez qu'il y a un peuplement également très conséquent. Et puis les branches de canaux qu'il a reconstituées ou observées sur le terrain. On voit, c'est pas du tout un désert. Alors on a pensé à d'autres explications. Est-ce que les Sassanides auraient voulu se rapprocher de la branche chinoise du commerce, de la route de la soie, puisque dans les siècles précédents, la route de la soie a monté en puissance, à la fois sur terre et sur mer. Alors sur mer, on a la preuve, on le sait, qu'ils ont cherché à contrôler, ils ont même conquis le Bas-Indus, ils ont sans doute voulu exercer un contrôle sur les ports du nord-ouest de l'Inde, donc pour bénéficier de ce commerce maritime qui se développait avec la Chine. Est-ce qu'ils auraient essayé le même type de contrôler aussi le commerce terrestre? Bon. Alors, une hypothèse plus ponctuelle qui est intéressante, qui a été soulevée par Touraj Dariai, c'est qu'une des choses qui pouvait tout à fait intéresser les Sassanides à l'Est, c'était les mines d'argent. Car il faut savoir que la monnaie sassanide, elle est très peu en or et beaucoup en argent. Un peu en bronze, hein, la monnaie divisionnaire, mais c'est surtout une monnaie d'argent. La monnaie d'or, l'Iran n'a jamais eu beaucoup d'or. Voilà, ce qui fait qu'il a beaucoup cherché à en acquérir ailleurs. Pour l'argent, en réalité, il y avait des mines d'argent, mais les grandes mines, c'était beaucoup dans l'Afghanistan actuel. Alors, ça aurait pu être une des raisons de la conquête, mais alors, ce qui pourrait nous éclairer, c'est l'étude des isotopes, les éléments traces sur les monnaies qui permettent de rattacher à telle ou telle mine. On dit maintenant que les grands plats d'argent de prestige et la monnaie d'argent avaient la même source, mais on ne sait pas vraiment la localiser, cette source. Alors c'est peut-être bien à l'est. Bon, ça, c'est des recherches qui viendront. Alors, la chronologie de cette conquête. Ça commence dès le début avec le fondateur de l'Empire sassanide, celui qui a vaincu les Parthes, Ardashir Ier, 223-241. D'habitude, on le voit de profil. Il a un peu le profil Pahlavi, on va dire. Mais parfois, on le voit de face. Alors, le voilà. Au départ, on ne sait pas très bien d'où il sort. On suppose que il peut être issu des Indo-Parthes à l'est. En tout cas, il affirme tout son pouvoir dans la région du Fars, c'est-à-dire le cœur ancien. Fars, c'est le même mot que Perse. C'est le cœur ancien de l'Empire achéménide, vraiment le cœur historique de l'Iran. Et il finit par éliminer les Parthes
et puis à s'étendre beaucoup plus loin que eux n'avaient fait. Alors, pour ce qui est des conquêtes à l'Est, dans les inscriptions, il a laissé des inscriptions, mais extrêmement courtes. Dans les inscriptions de son fils Shapur, il y a le résultat. Il enregistre la liste des provinces qu'il contrôle, mais il ne raconte pas la conquête. La conquête, elle est racontée dans des sources plus tardives, arabo-persanes, qui dérivent de plus ou moins indirectement de ce qu'on appelait le Khwadai Normag, qui devait être la chronique officielle et qu'on n'a pas, mais qui a été utilisé par les historiens arabo-persans. Alors, les sources sont rassemblées et commentées dans un très riche article de Georg Widengren, qui en fait était plutôt un historien des religions, un historien du zoroastrisme, du manichéisme. Mais il a fait cet article qui est vraiment très riche et auquel il faut se reporter. Alors, en fait, l'exposé le plus détaillé, mais très marqué par la propagande, c'est dans l'historien arabe Tabari. Il est revenu du Savoie de la Mésopotamie à Istar. Istar, c'est à côté de Persépolis, donc c'est le cœur de son royaume, après avoir pris le pouvoir. Donc. Ensuite, il est allé au Sistan, puis au Gorgan, et ensuite à Barchar. À Barchar, c'est la région de Nishapur, en gros, le Khorasan. Et là, à Merv, là on arrive en Asie centrale, il va à Merv, Barch, le Khorezm, aussi loin que les plus lointaines frontières du Khorasan. Après quoi, il revient à Merv. Il tue un grand nombre de gens et envoie leurs têtes au temple du feu de la déesse Anahita. Alors, il faut savoir que la famille sassanide semble avoir eu au départ le statut de, on a dit grand prêtre, c'est probablement pas ça. Il devait avoir un statut d'avoué, de protecteur laïque, du temple de la déesse Anahita. Donc, les têtes des ennemis sont envoyées au temple d'Anahita. Plus tard, on racontera que l'empereur romain Valérien, fait prisonnier par Shapur Ier, quand il est mort, on l'a écorché, on a teint sa peau en pourpre et on l'a suspendu dans le temple d'Anahita pour montrer aux ambassadeurs romains ce qui allait se passer s'il faisait à nouveau des tentatives d'attaquer l'Iran. Ensuite, il est retourné à Merv et au Fars. Il revient ensuite à Ghor, donc dans le Fars, des envois des rois, des couchants, de Touran, c'était à Beloutchistan, du Makran, sur la côte, vinrent lui offrir la soumission. Bien, ça c'est ce que raconte Tabari. Alors, on a l'impression d'une campagne très, très violente, donc avec des trophées, des têtes coupées. On peut supposer que c'était celles qu'on exposait dans le temple, c'était plutôt les têtes des rois. Voilà. Il y a une autre source qui est en arabe, voilà aussi, la Nihayat al-Arab, qui semble dériver, qui est elle aussi dérivée de la chronique officielle, et elle semble plus proche par le style. On a l'impression qu'on est plus près du texte du Khwadai Normag. Alors, ça présente un tableau moins violent, peut-être plus réaliste. On nous dit simplement que Ardashir a résidé 1 an à Merv, donc dans l'actuel Turkménistan, c'est vraiment, ça restera toujours la grande base sassanide pour le contrôle de l'Est. Et là, on ne parle pas d'une violente campagne, on dit simplement qu'il est resté là et qu'il a reçu la soumission des rois de l'Est qui ont accepté de payer un tribut. Alors, on dit le haraj, qui est le tribut, le mot arabe pour l'impôt foncier. Bon, en réalité, c'était un tribut. Donc, on voit que, d'après ces deux sources d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une conquête. Je dirais, c'est de l'impérialisme prédateur, terme qui revient très à la mode ces jours-ci. Bien. Sur la chronologie, excellent article de Michael Aram qui a étudié atelier par atelier et dans le fil du temps les monnaies d'Ardashir, et on voit que en gros ça confirme assez bien la chronologie de Tabari.
Il prend d'abord le pouvoir dans le Fars, sa région ancestrale, puis il va au nord, en Médie, du côté de Hamadan. C'est là qu'il bat au combat le dernier roi Parthe. Et puis, il s'empare, donc il part en Mésopotamie, il s'empare de Ctésiphon, qui était la capitale, la grande capitale des Parthes, près de Bagdad. Et ensuite, et à ce moment-là, il fait une première tentative pour attaquer l'Empire romain. Donc il ne s'intéresse pas tout de suite à l'Est. Et cette tentative, c'est sous l'empereur romain Sévère Alexandre, n'a pas de résultat en fait concluant. Après, ça en aura. Donc, à partir de 233, c'est-à-dire donc 10 ans après avoir pris le pouvoir, il s'intéresse à l'Est. Est-ce qu'il va y chercher les ressources en or et en argent qu'il espérait piller dans l'Empire romain et qu'il n'a pas réussi à en obtenir? C'est bien possible que cet été en fait compensatoire. Alors politiquement, la conquête semble prendre deux formes. Dans les royaumes proches, il impose des nouveaux rois qui sont issus de sa famille proche. En général, ce sont des fils à lui. Donc les provinces de Kerman, Sistan, Amerv. Et puis plus loin, il reçoit la soumission des souverains locaux. Alors ça entraîne tout de suite des changements politiques durables. En Bactriane, la série monétaire des Kushans s'arrête vers 230, avec le roi Vasudeva Ier. Les Kushans vont continuer, mais du côté de Kaboul et du côté du Gandhara, et peu à peu se faire grignoter. Le Khorezm, alors c'est intéressant parce que Tabari mentionne le Khorezm dans les conquêtes. Le Khorezm, c'est loin, et puis il faut traverser les déserts. Shapur Ier n'en parle pas dans ses listes de provinces, mais en 293, une liste plus tardive, dans l'inscription de Païkouli, du roi Narsé, mentionne le roi du Khorezm comme roi vassal, à la suite du roi des Kushans. Donc, il y a eu quelque chose. Bien. Alors, on a parfois supposé que l'abandon du magnifique palais de Toprak-Kala, dont j'ai parlé à un cours précédent, au précédent, situé à la fin du IIIe siècle, aurait pu être lié à cette perte d'indépendance. Mais bon, on peut difficilement aller plus loin dans la recherche pour le moment. Alors, là, c'est donc ce qui se passait sous le fondateur Ardashir. Maintenant, son fils. Alors voilà, c'est là que l'inscription de Païkouli, le roi des Kushans, etc., et le roi du Khorezm, et alors il y a toutes sortes de noms de rois, le roi de Hérat, le seigneur de Hérat, il y en a qu'on n'arrive pas à situer. Hein. Le roi de Paradan, c'est du côté de Kandahar. Voilà, il y a toute une liste de rois qui sont énumérés comme étant soumis à l'Empire sassanide. Alors, Shapur Ier, c'est lui. Alors il est connu dans la tradition historiographique occidentale. En fait, c'est le seul dont autrefois parlaient nos manuels scolaires, parce que ça avait été quand même un traumatisme énorme. Il avait capturé l'empereur romain Valérien, et mort, on ne sait pas trop comment, mais en captivité, et dont la peau s'était retrouvée empaillée dans le grand temple. Ça, c'est un camée qui est maintenant à la Bibliothèque nationale, camée d'exécution probablement, peut-être romaine en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le discours de Shapur correspond exactement au discours imagé. C'est-à-dire qu'il dit dans son inscription je fis prisonnier Valérien. Il parle de trois empereurs romains qu'il a vaincus. Gordien, je l'ai tué. Bon. Sur les reliefs sassanides, sur l'un d'eux, on voit le corps d'un souverain sous le cheval de Shapur. C'est Gordien, qui est mort pendant la campagne. Philippe implora la paix, successeur de Gordien, et on le voit à genoux sur les reliefs.
et Valérien, je l'ai fait prisonnier. Mais l'expression persane, c'est Dastgrift, c'est-à-dire je l'ai attrapé par la main. Hein. Et c'est exactement, c'est comme une hiéroglyphe, c'est exactement ce qui nous est montré là. Ça me fait penser qu'il y a toute une terminologie symbolique persane, enfin iranienne, sur la main. Bon, alors, il y a l'expression daskuta. Ça veut dire, en fait, c'est éliminer quelqu'un, enfin disons, oui, le vaincre, enfin bon, le soumettre. Mais après, dans les dépêches d'agence chez nous, on voit que l'ayatollah Khamenei promet de couper les mains aux adversaires. C'est pas ça. C'est l'expression persane daskuta qui veut dire éliminer, soumettre. C'est traduit littéralement. Et bon, il y a suffisamment d'horreurs comme ça pour qu'on n'en rajoute pas. Hein. C'est pas exactement ce qui est dit. Alors, voilà, Shapur a poussé, disons, a consolidé et poussé les conquêtes de son père. Et ça il nous raconte ça dans les inscriptions qu'il a fait dresser à la fin de son règne, vers 260. Mais la description des limites pose problème, parce que c'est vraiment pas très clair. Il écrit, dans mon empire, il y avait l'Hindustan. Alors, l'Hindustan, on comprend que c'est plutôt le cours de l'Indus, le bas Indus, et le Kushanshar, c'est-à-dire l'Empire couchant. En s'avançant jusqu'à Peshawar et jusqu'à Kash, Sogd et Tchach. Alors là, on a du mal à interpréter. Le centre du Kushanshar, la capitale historique, c'est évidemment Bactre. Alors, d'un côté, vers l'Inde, en s'avançant jusqu'à Peshawar, on voit de quoi il est question ici. C'est la frontière, c'est la passe du Khyber. C'est la frontière sur laquelle les Anglais se sont cassés les dents. C'est la grande frontière naturelle entre la plaine de l'Indus et la vallée de Kaboul. Bon, là, c'est clair. Mais alors après, Kash, Sogd et Tchach, c'est pas évident. Kash, qu'est-ce que c'est que Kash? Alors, il y a deux candidats, Kashgar, aujourd'hui au Xinjiang, en Chine, et Kesh, au sud de Samarcande, aujourd'hui Charisabz, la ville natale de Tamerlan. Lequel des deux? Comme c'est écrit Kash avec un A, on pense que c'est celui-là, que c'est Kashgar. Parce que si c'était Kesh, ça serait écrit sans voile, yel ou avec un I. Donc, disons, la forme, ça a plutôt l'air d'indiquer Kashgar. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'en Chine? Non, quand même pas. Quand on voit l'expression utilisée, ça veut dire en avançant jusqu'à, mais pas tout à fait à. Voilà. Et donc, ça a pu, voilà, on sait qu'il y avait un poste forteresse frontière, un endroit qui s'appelle Daraut Kurgan, en haut de la vallée dite du Warsh, ici, qui a dû être la limite historique de l'Empire couchant dans cette direction. Donc, ça pourrait bien désigner ça. Après, on nous dit la Sogd et Tchach. Alors, Sogd, la Sogdiane, pays de Samarcande et Boukhara, Tchach, le pays de Tashkent. Oui, mais alors, il a la frontière jusqu'à Sogd et Tchach. Mais ce n'est pas une frontière, puisque pour arriver à Tchach, il faut traverser Sogd. Qu'est-ce que ça veut dire? L'hypothèse que j'ai proposée, qui n'est pas acceptée par tout le monde, hein, c'est que Sogd et Tchach, en fait, désignent une confédération. C'est que c'était des royaumes qui étaient associés. On le sait maintenant par les inscriptions sogdiennes anciennes de Kultobé, sans doute du IIe siècle, dont j'ai déjà parlé, et qui nous parlent, effectivement, qui nous énumèrent des principautés sogdiennes qui ont fait une campagne victorieuse jusqu'au sud du Kazakhstan actuel,
et on nous énumère 4 grandes villes de Sogdiane, et ils ont été commandés par un général de Tchatch. Donc ça a pu être perçu comme une confédération. Mais ça ne veut pas dire, il y a vraiment, il n'y a aucune raison de penser, bien que certains l'écrivent, qu'ils aient poussé jusque-là. En fait, la frontière devait être plutôt un endroit qui a longtemps servi de frontière, pendant très longtemps, c'est les portes de fer de Derbent, qui ont été réétudiées par Claude Rapin et ma mission archéologique, qui sont là, au sud de Charisabz, c'est vraiment la frontière historique. Donc, quand Shapur dit mon empire va jusqu'à Sogdetchach, mais sans tout à fait y arriver, et en prenant les choses très larges. Voilà. Disons, une modalité typique de la rhétorique de Shapur Ier, qui aime bien dire j'aimerais bien vous dire que je suis allé jusque là-bas, mais enfin, c'est pas tout à fait ça. À un moment, il y a une de ces inscriptions tout à fait extraordinaire, à Haji Abad, où ce qu'il raconte, c'est qu'il a tiré une flèche. Il a tiré une flèche et sa flèche est allée très loin. Non, on a pris la peine de faire une longue inscription pour nous raconter tout ça. Il dit j'ai fait mettre un tas de pierres là-bas au bout, mais pour donner un repère. Mais ne croyez pas que ma flèche n'est allée que jusque-là. En fait, elle est allée plus loin. Mais comme il y avait un ravin, on ne pouvait pas mettre de tas de pierres. Donc, quand vous voyez le tas de pierres, dites-vous que c'est ça plus autre chose. Il a pris tout un pan de rocher pour nous raconter tout ça. Bien. Intéressant personnage. Bon. On pense, alors on a des raisons archéologiques de penser qu'ils n'ont pas conquis cette région à ce moment-là, mais probablement, oui, sur la rive droite, Paiken, qui est au sud-ouest, un grand site archéologique magnifique, au sud-ouest de l'oasis de Boukhara. Là, je vous montrerai, il y a des raisons dans le matériel archéologique de penser que là, ils avaient une tête de pont. Voilà. Alors, ces conquêtes de l'Est, c'est ça que nous racontent les textes, mais à la même époque, elles sont évoquées par une partie des reliefs de Shapur, qui décidément très loquace, non seulement a fait des tas d'inscriptions, mais a fait sculpter des reliefs partout. Alors ça, c'est le relief dit Bishapur III, qui est le plus exubérant de tous. On voit sa cavalerie, toutes sortes de peuples soumis, etc. Des gens qui amènent des têtes coupées. Alors ça rappelle ce qu'on nous raconte sur Ardashir, qui met les têtes coupées des ennemis dans son temple, et alors, ce qui est intéressant, on ne le voit pas bien sur la photo, mais c'est un relief creux, il est concave, et c'est comme le seul relief sassanide qui soit sur les lieux de la conquête, dont je vais parler tout à l'heure, Ragi Bibi, que j'ai étudié et publié, et qui est également creux. Donc il y a pu y avoir là des échanges techniques. Alors, très intéressant, dans le coin à droite de ce relief, on a depuis longtemps reconnu des gens qui amènent des porteurs de tribus de l'Est, puisqu'il y a un éléphant. Bon. Il y a un éléphant. Le cheval sans cavalier, là, on ne voit pas très bien ce qu'il veut dire ici, mais bon, ça a certainement un sens. Il n'y a pas que l'éléphant. Il y a des félins. Là, alors il y a des tissus, vous voyez. Ces personnages qui portent des choses plutôt indiennes sont pas indiens dans leur costume, donc ça peut être des intermédiaires, peut-être des Bactriens. Mais alors, les félins, on a dit, voilà, les voilà. On dit d'habitude des lions. Quel besoin est-ce que les Iraniens avaient d'avoir... On sait qu'il y a des lions en Inde. Bon. Quel besoin avaient-ils de récupérer des lions indiens alors qu'ils en avaient plein chez eux? Par contre, si c'est des tigres, ça devient plus intéressant, plus exotique. Alors, il y a des tigres en Iran, mais c'est uniquement du côté de la Caspienne. Vous voyez, à mon avis,
la tête qu'on voit là, avec cette espèce de... C'est pas une crinière bien fournie, hein, c'est comme un gros collier de barbe. Ça rappelle tout à fait le tigre. À mon avis, ce sont des tigres. Et là, ça devient plus logique, puisque c'est vraiment la marque que ces animaux viennent d'Inde. Alors, j'en viens à ce relief qui est le seul relief sassanide trouvé à l'Est, le seul sur place qui commémore la conquête, le relief dit de Ragi Bibi, qui a été probablement la chance principale de ma vie d'archéologue, puisque j'ai été amené avec une équipe à l'étudier en 2004 et aller sur place. À l'époque, les talibans avaient été tombés 3 ans avant, donc on pouvait se déplacer en Afghanistan. Et donc avec mes collaborateurs, François Horry, Jonathan Lee, qui l'avait découvert, et Philippe Martinez, je l'ai publié à cette époque. Alors, on voit tout. Il suffit, il faut 15 secondes quand on voit le relief pour se dire que c'est sassanide. Bon. Alors, voilà, il est localisé, voilà, c'est au sud de Kaboul, dans la vallée, voilà, ici, Hindoukush, Kouébaba, voilà, la plaine de Poulet-Khoumri, au nord de Kaboul, excusez-moi, la plaine de Poulet-Khoumri, dans le sud de la Bactriane, sud-est de Bactre, qui est là, et le relief est dans une étroite vallée, un peu au sud. Et cette vallée était un des itinéraires qui permettait de rejoindre en fait la route de Kaboul. Donc c'est vraiment, ça marque la route de l'Inde. Alors est-ce que ça marque la frontière? En fait, je pense que non, ça marque, encore une fois, ça marque quelque chose au-delà duquel ils sont allés. Et donc, je pense que ça enregistre en fait ce que Shapur nous dit dans son inscription, qu'il a conquis le royaume des Couchans jusque un peu en avant de Peshawar. C'est la route de Peshawar. Voilà. Alors voilà, on a fait un relevé en 3D. Voilà, avec les divers éléments. Donc, je vous décris. On voit donc ce personnage visiblement le roi, le vainqueur. Alors malheureusement, il a plus sa couronne. Alors j'avais cru au début que c'était la masse des cheveux à l'arrière de la tête, mais en fait c'est plutôt le bras plié pour tirer à l'arc. Il n'est pas dans une bataille, il est dans une chasse. Et dans une chasse à quoi? Dans une chasse au rhinocéros. Voilà, vous allez voir des photos plus précises qui montrent bien que c'est le rhinocéros. Et il y a divers dignitaires qui le suivent à cheval. Et il y en a un, curieusement, qui est vraiment habillé comme un couchant, qui est debout. Et pour bien nous montrer que la scène se trouve en Bactriane, mais en fait ça se passe en Inde, on a mis là un manguier. Voilà. Dans mon interprétation, en fait, chasse au rhinocéros égale prise de possession de territoire indien. Il n'y a pas de rhinocéros au nord de l'Hindou-Kush, mais dès qu'on arrive dans la plaine indienne, il y avait des rhinocéros. Donc c'est une façon de montrer qu'ils sont déjà arrivés en Inde, et plus précisément, je pense que... Alors, on va voir des photos plus précises, mais voilà ce rhinocéros qui agonise derrière une montagne, vous voyez, et le roi, le cheval, pose le pied sur ce rhinocéros qui est derrière la montagne. Ça veut dire « je suis arrivé jusqu'à la passe du Khyber ».
Alors, voilà, voilà comment il apparaît. Bon, il y avait évidemment une prothèse pour la corne. C'est évidemment c'est pas un éléphant, c'est clairement un rhinocéros. Voilà, François Horry l'a redessiné. Rhinocéros a une corne, un rhinocéros indien. Il l'a redessiné tel qu'il devait être quand il avait ses oreilles et sa corne. La pierre est très mauvaise, une pierre schisteuse très mauvaise dans cette vallée, donc ils ont pu s'en sortir qu'en utilisant des prothèses en plâtre. Voilà, mais qu'on n'a évidemment nous pas retrouvé. Les écailles typiques du rhinocéros, il y a quelques images de rhinocéros, la façon même dont il avance, voilà. Il n'a pas été représenté de manière complètement réaliste. Parce qu'on lui a fait plein de petites dents, vous voyez. Un rhinocéros a juste quelques dents en avant. Moi, je dis qu'ils l'ont fait un peu tyrannosaure pour voilà, donner une apparence monstrueuse. Bien. Parce qu'évidemment, dans la conception zoroastrienne, c'est un animal arimanien. Hein. C'est du côté de la création diabolique. Bon. Alors voilà, rhinocéros, la chasse au rhinocéros en Inde, c'est vraiment un privilège royal. Alors voilà une monnaie du 5e siècle de Kumaragupta, un roi Gupta, qui chasse le rhinocéros. Voilà l'habitat. Alors l'habitat actuel du rhinocéros dans le nord de l'Inde, vous voyez qu'il n'y a plus grand-chose, hein, c'est vraiment contre l'Himalaya, mais la partie grise indique les endroits où le rhinocéros est attesté jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Et vous voyez, la passe de Khyber, elle est là, et les rhinocéros, ils commencent ici. Donc c'est une façon de dire « je suis arrivé jusque-là ». Alors voilà, Babur, le premier grand Moghol, le conquérant de l'Inde, il nous raconte dans ses mémoires la première fois que je franchis cette vallée, j'arrivais, voilà, c'est du côté au nord nord-ouest du Pakistan actuel, je chassais des rhinocéros. Et voilà, le voilà ici, et un rhinocéros vivant, un rhinocéros mort, et je vais vous expliquer après, à mon avis, c'est le même. On le représente vivant puis mort. Et j'en suis presque à me demander si Babur n'avait pas vu le relief de Raghi Bibi. Alors, qu'est-ce qui est vraiment sassanide là-dedans? Bon, le mouvement d'ensemble, vous voyez, il suffit de comparer. Hein. Ce relief de Naqsh-e-Rustam 4 avec le roi Hormizd II, début IVe siècle, qui désarçonne un adversaire, le mouvement du cheval, parfois c'est de galop volant, toutes les pattes sont levées, ce qui n'est pas du tout réaliste. Là, c'est un galop un peu plus réaliste puisque les pattes arrière posent, et vous voyez, c'est vraiment le même mouvement. Alors, la proie est dédoublée. En voilà un vivant, en voilà un mort. Et ça, c'est une convention des chasses sassanides, mais qu'on ne trouve pas avant. C'est qu'assez souvent, on a l'animal deux fois. Et même, on voit des plats où ils chassent plusieurs espèces, des gazelles, des béliers, des lions, et à chaque fois, ces animaux, ce n'est pas des couples, il n'y a pas mâle et femelle, il y a deux fois le même animal. Et donc, l'idée, qui n'est pas de moi, hein, qui a été émise par d'autres, c'est que ce serait une présentation télescopique. C'était comme un dessin animé. L'animal est représenté vivant puis mort. Ça veut dire je suis en train de le tuer. Voilà le roi Wahram II qui abat, on a dit deux lions, non, je crois que c'est le même, dressé et mort. Et voilà le rhinocéros mort et dressé, enfin courant et mort. Alors, qui est ce personnage qui est habillé, habillé comme un souverain couchant, hein. Voilà. Il est là, vous voyez,
les plis. Bon, on pourrait dire que les plis du pantalon, c'est aussi iranien, mais aussi sassanide, mais le caftan, ça c'est clairement couchant. Voilà le Kanishka à Surkotal, voilà une peinture Fayaz Tepe qui montre aussi des dignitaires couchants. Il est debout, c'est le seul qui ne soit pas à cheval. Bon, donc a priori, s'il n'est pas à cheval, c'est qu'il ne doit pas avoir la même dignité que les autres. Il est debout et il est debout derrière l'encolure du cheval royal. Alors, on peut comparer à voilà ce relief de Chapour capturant Valérien. Alors ici, c'est Philippe l'Arabe qui se jette à ses pieds pour implorer la paix. Et ça, c'est Valérien. Je l'attrapais par la main, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le camé. Et vous voyez, la position de Valérien par rapport à la tête du cheval rappelle assez la position de ce couchant par rapport au cheval ici. Bon, l'hypothèse que j'ai faite, c'est que c'est un couchant défait, c'est un des représentants de la dynastie Kushan, enfin disons la dynastie Kushan tardive qui avait été chassée de Bactriane et qui a continué pendant un siècle au Gandhara. J'ai même une identification pour lui, Vasishka II. Il est là comme si, moi je pense que le rôle qu'il joue ici, il est soumis et il guide la chasse. Il aide le roi à prendre possession de ses anciens territoires et en guidant la chasse aux rhinocéros. Alors le détail tellement significatif de la patte gauche du cheval qui pose sur la pointe de la montagne derrière laquelle meurt le rhinocéros, c'est l'affirmation de la domination. Et alors on a exactement ça sur le relief de Naqshirostam I, où on a ici Ardashir qui reçoit l'anneau d'investiture du dieu Hormazd. Vous voyez, ils ont les pointes des sabots posées, Ardashir sur le dernier roi Parthe qu'il a vaincu et tué, et le dieu sur, alors je n'ai pas le gros plan ici, mais on voit qu'il a une tête il a des serpents sur la tête. C'est Ahriman, c'est le dieu du mal. Et vous voyez le symbole, la pointe du sabot qui pose en signe de domination. Alors, notre interprétation n'a pas été admise par tout le monde. Heureusement, il faut de la diversité de temps en temps. Alors, mon ami, le numismate viennois Michael Alram, qui n'est pas d'accord avec ma chronologie des couchants, donc ça ne l'arrangeait pas que je date ce relief de Chapour Ier, et il me dit il m'a objecté très sincèrement, bah oui, mais s'il n'y a pas la couronne, on peut dire n'importe quoi. Donc, bon, évidemment, c'est pas forcément. S'il n'y a pas la couronne, on va se dire c'est pas forcément Chapour Ier. Mais qui voilà, quel autre candidat aurait pu. Bon, il y a un Kushano-Sassanide, j'en parlerai plus tard, qui s'appelle Péroz, disons à peu près 40 ans plus tard, qui a étendu les conquêtes à l'Est, mais bon, c'est quand même pas le même niveau de puissance impériale que Chapour Ier. Bon, en plus, il y a vraiment beaucoup de choses qui rappellent vraiment les reliefs de Chapour Ier. Alors, il y a une remise en cause plus fondamentale par une équipe polonaise en 2020 qui explique qu'on a tout faux et que, en fait, c'est un relief couchant. Bon, évidemment, les couchants, ils ont conquis l'Inde. On n'est pas loin de leur grand temple de Surkotal. Ils ont conquis l'Inde, donc ils auraient pu éprouver évidemment le besoin de célébrer ça. Bon, c'est sûr, il y a des spécificités, ce n'est pas un relief sassanide pur jus. Il y a visiblement eu une intervention locale dans l'exécution. Mais, et on n'a pas la contre-épreuve, évidemment.
comme on n'a aucune scène royale sassanide équestre, on ne peut pas savoir à quoi ça aurait ressemblé. Mais bon, je ne suis pas du tout convaincu par leur interprétation, parce que, pour plusieurs raisons, il y a des détails qui n'apparaissent absolument pas avant l'époque sassanide, comme la proie dédoublée. Ils ont fait des objections. Alors, effectivement, ils ont raison. Certains détails de l'armement, c'est plutôt de l'armement local. Hein. Par exemple, ici, vous voyez, le double carquois, bon, on ne voit pas très bien là, mais c'est en fait, on voit mieux peut-être sur la photo. Attendez. Il y a un double carquois tubulaire, voilà, on le voit bien ici, là et là, avec le porte-arc de l'autre côté. Le double carquois, c'est plutôt centra-asiatique. Et il y a autre chose aussi qui est plutôt centra-asiatique, c'est une pièce qui raidit la queue du cheval, pour éviter évidemment qu'il se salisse. Vous voyez la pièce là, une petite pièce en métal pour raidir la queue. Bon, mais alors, le double carquois, effectivement, c'est une pièce d'armement locale, mais on sait que les Sassanides ont emprunté des pièces à l'armement couchant. Ici, voilà. Voilà une médaille qui représente Chapour Ier. C'est probablement avec Valérien ou avec Philippe l'Arabe. Et vous voyez, la queue du cheval est prise dans une espèce de tube. Là, ça remonte là. Donc, cette pièce a été empruntée par les Sassanides. Alors voilà, donc ça, c'est les Kankyu, hein, qui étaient contemporains des couchants au début. Effectivement, eux, on voit bien, ils ont le double carquois, le porte-arc, mais sur le relief de Ragi Bibi, le porte-arc est de l'autre côté. Alors là, c'est le même, donc ce n'est pas tout à fait la même pièce. Ils ont la pièce qui raidit la queue du cheval. Donc ces arguments ne sont pas vraiment décisifs. Moi, je pense qu'il y a quand même d'autres arguments très forts. Vous voyez, le cheval a le harnachement du cheval comporte des phallaires, des grandes plaques rondes en métal. Bon, des phallaires, il y en a pas qu'avec les Sassanides. Il y en avait généralement. Mais il se trouve que ces phallaires-là, voilà les deux qu'on a, ressemblent beaucoup à celles de Chapour Ier, ici. Voilà. Surtout celui-là, avec ces espèces de fleurons, là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a ici. Et je pense que ça a une valeur presque héraldique. C'est une pièce d'armement avec les armes du chevalier. Et les phallaires devaient permettre de distinguer tel ou tel chevalier. Et puis, l'argument aussi que je trouve aussi très fort, c'est le sabot qui appuie sur l'ennemi vaincu. Ça n'arrive que sur les reliefs sassanides. Donc, bon, disons, on va bien voir comment le débat se développe, puisque cet article qui conteste nos conclusions est de 2020. Actuel, pour le moment, je ne suis pas du tout convaincu par leurs objections. Alors, un autre indice, pourquoi est-ce que le relief se trouve là où il est ? C'est-à-dire sur une route qui était en fait pas très importante, mais qui allait vers l'Inde. Pas loin de là, près de Poulet-Khumri, se trouvaient les grands temples dynastiques couchants, dont j'ai parlé auparavant, de Surkotal et de Rabatak. Évidemment, les Sassanides, en conquérant la région, ont voulu laisser leur marque sur ces grands temples nationaux. Et il se trouve qu'ils l'ont fait à Surkotal, avec des moyens assez conséquents, puisque le temple central, le bâtiment central, qui n'était pas un temple du feu, où il devait y avoir des sacrifices et des statues de culte, peut-être à Shiva,
a été abandonné, et à côté, ils ont construit deux locaux. Enfin, on a le plan, je donne le plan que de l'un d'eux. C'est absolument typiquement un temple du feu sassanide. Voilà. Avec l'autel au milieu, voilà, les 4 niches, une espèce de fente par où les fidèles qui devaient arriver par derrière pouvaient apercevoir le feu, mais en limitant au maximum le risque de pollution, tandis que cette entrée-là devait être réservée aux prêtres, des petits socles où devait se trouver le mobilier cultuel, et surtout, une des pièces à l'arrière a été retrouvée complètement bourrée de cendres pures. Or ça, c'est absolument typique du zoroastrisme tel qu'il était pratiqué dans l'Empire sassanide, et qu'il l'est encore aujourd'hui. On garde les cendres de l'autel du feu, parce que ça sert à faire des décoctions qui permettent de purifier le corps lors des cérémonies de purification, etc. Donc c'est vraiment un temple à la sassanide. Chronologiquement, ça a l'air de dater de la conquête, donc on voit très bien que Shapur fait installer ce relief à cet endroit, mais ce n'est pas la seule marque de leur présence qu'ils ont voulu laisser. Alors, ce qui est quand même aussi un peu paradoxal, c'est que ce relief, on ne le voit pas de la route actuellement. C'en est au point que l'équipe française, la DAFA, a travaillé pendant 20 ans à Surcotal, qui est à 15 km, et n'a jamais n'a jamais été voir le relief. On ne lui avait pas dit qu'il existait. Apparemment, c'était un secret local. C'est-à-dire que c'est un lieu de pèlerinage chiite. Les chiites sont une minorité en Afghanistan. Localement, c'est un lieu de pèlerinage chiite. Parce que l'interprétation locale, Raghi Bibi, ça veut dire la veine de la dame, et la dame c'est Fatima, la mère de Ali, la mère de l'imam Hossein. Et donc ça fait allusion à la couleur rougeâtre de la pierre. Et probablement, ils ont considéré, il y a un personnage ici qui a des pectoraux très rembourrés, ils ont pensé que c'était une femme. Et localement, il semble qu'on ait identifié ce personnage avec Fatima, et donc cet archer avec Ali. Et comme c'était un pèlerinage, un lieu de culte que les chiites voulaient garder secret, ils n'en ont jamais parlé à personne. Voilà. Le chiisme entretient, comme chacun sait, une culture du secret, le Ketman. Et pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à en parler? C'est parce qu'au moment des talibans, quelques excités locaux ont voulu aller le démonter, le détruire. Et là, la communauté, le village local, s'est tourné vers les autorités de Kaboul pour demander une protection. Et du coup, de fil en aiguille, c'est venu à mon informateur Jonathan Lee, et puis c'est arrivé à moi, et je me rappellerai toujours le jour où j'ai ouvert l'ordinateur et je suis tombé là-dessus. Voilà l'histoire de... Donc, et à l'époque ancienne, tout ça devait être badigeonné de couleurs vives. Et c'est comme ça qu'on le voyait. Mais ce n'est pas d'un accès très facile, hein. C'est à 100 mètres de haut, avec des chemins très raides. Il n'y a pas non plus d'indices de lieu de culte juste là. On a mis le relief là pour... peut-être parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix dans la roche. C'est quand même très grand, hein. Ça fait 7 mètres de large sur 3 mètres de haut. Mais d'en bas, actuellement, on ne voit rien. Autrefois, on devait le voir avec les couleurs. Voilà, j'en ai terminé avec les conquêtes de Shapur Ier, et on va continuer dans le cours suivant, et puis après, donc au mois d'avril. Je vous remercie.